Bonsoir. La femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est une femme peintre et artiste. Et chaque artiste a ses traits caractéristiques, chaque artiste a sa vie, sa passion. Mais la femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est une femme qui a toujours des cris à lancer. Une femme préoccupée par les causes humanitaires sévissant partout dans le monde. Une femme qui pense à chaque réfugié, à chaque immigré, au déchirement, au tiraillement. La femme que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est Amani Ramsis Abdelbari. Amani Ramsis Abdelbari, bonjour. Bonjour. Vous êtes peintre et artiste, mais vous avez des messages, des tendances plutôt humanitaires, je ne dirais pas politiques. Vous êtes préoccupé par chaque immigré, par chaque Africain dépaysé, par chaque Syrien, par chaque Irakien. Vous aimez vraiment pénétrer dans l'âme des humains, dans l'âme de tous ceux qui vivent un déchirement ou un tiraillement. Nous allons faire un tour dans votre monde de peintre et d'artiste, mais tout d'abord, on aimerait en savoir plus sur votre formation. Moi, j'ai fait des études de commerce international et de marketing aux États-Unis. Et à côté, j'ai continué à prendre des cours d'art un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, j'ai pris des cours au Corcoran Institute of Art. Et après, pendant 1 an à Paris, j'ai suivi des cours à Panningen, école supérieure d'architecture d'intérieur et d'art graphique, et aux Beaux-Arts de Versailles, en France. Et puis une fois aux États-Unis où je vivais avec mon mari, j'avais suivi des cours à l'University of Missouri avec un artiste chinois. Où je pouvais suivre des cours d'art, je l'ai toujours fait. Ce qui m'a donné un apprentissage varié parce que c'était un peu partout. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous étiez capable de dessiner? Toute ma vie. J'en étais toujours consciente que l'art, c'est quelque chose qui était beaucoup dessiné, c'était quelque chose de plus fort que moi. Ça devait sortir. Et ça sortait, toujours. Je crois que j'ai commencé à vraiment dessiner sérieusement à l'âge de 14 ans. 14 ans, 15 ans, je sentais le besoin de le faire sortir, puisque d'ailleurs je le faisais toujours à l'école. Et après, ça n'a jamais arrêté. Vous avez commencé à dessiner depuis l'âge de 14 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé ou envisagé des études de beaux-arts? Je crois que c'était plutôt une décision vraiment... mon père avait très peur qu'avec l'art, je n'allais pas bien gagner ma vie. Et il voulait que je fasse des études, je crois dans les années 80, faire des études de commerce était vraiment les études à faire. Et voilà, j'ai bien accepté ça, je ne le regrette pas du tout, parce que ça m'a donné une base très forte pour comprendre la vie, ainsi de suite. J'ai jamais arrêté de suivre des cours d'art comme je le voulais. J'ai fait les deux en parallèle. Il y a des artistes qui dessinent par intuition, par talent, par pure spontanéité. À votre avis, est-ce qu'il faut absolument faire des études d'art? Il faut toujours faire des études d'art. L'intuition, le talent, c'est vraiment le plus. Mais n'importe qui peut apprendre à dessiner. C'est comme apprendre une langue. On apprend le vocabulaire, on apprend la grammaire, on pratique la langue. L'art, c'est aussi une technique à apprendre. Moi, quand je donne des cours d'art,
J'ai plein de gens qui viennent me dire « Tu sais, moi j'étais vraiment nulle en art, j'étais nulle en dessin, je ne sais pas dessiner. » Et je dis « Non, vous avez arrêté de dessiner. On ne vous a pas appris les règles, les notions. On ne vous a pas appris comment lire ce qu'on voit devant soi, comment l'interpréter. C'est une technique à apprendre. Le talent, c'est le petit plus ou le grand plus. Ça, c'est vraiment un don du ciel. Et c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec ce don qui fait la différence entre une personne, un artiste ou un autre, un peintre ou un autre. Mais je trouve que l'art, c'est vraiment... tout le monde doit essayer d'apprendre et de continuer. C'est un développement personnel. Donc, pour vous reposer la question à l'envers, est-ce qu'il y a des gens qui jamais ne pourront dessiner? Non, non, non. Je crois que n'importe qui peut apprendre, peut s'améliorer. Peut-être qu'il ne va pas atteindre une maturité dans le dessin énorme, mais il va avoir la satisfaction de savoir comment lire, comment faire un dessin d'une maturité un peu plus élevée. Et le progrès personnel est très satisfaisant. Les études, une fois terminées, suivant un ordre chronologique, vos débuts. Comment est-ce que vous avez commencé? Par la suite, par le travail de mon mari, on voyageait partout, on était expatriés dans pas mal de pays. C'est une fois, en retour en Égypte, et que j'avais peint une Éthiopienne, et je suis allée encadrer mon tableau, que le propriétaire de l'encadreur m'avait dit, qui était aussi un galériste, m'avait dit: est-ce que vous voulez participer avec nous pour une exposition? Et ça, c'était à la galerie Picasso, El Hag Ibrahim. Et j'ai dit oui, avec plaisir. Et c'est là que j'avais commencé. Alors c'était par pure chance, où moi je dessinais pour mon propre plaisir, et que Monsieur Ibrahim avait vu que j'avais quelque chose à vraiment présenter au public. Vous avez tenu combien d'expositions? 12. Où? Aux Philippines, où je vivais, j'avais fait 3 expos. Une était au prestigieux musée Ayala, Museum à Manille, et à Hiraya Gallery aussi à Manille, une galerie très connue. Voilà. Que dessinez-vous? Surtout, c'est du figuratif, des portraits, le côté, l'humain. Je suis très touchée par la beauté des gens, et la beauté
humaine, interne, l'esprit des gens. Le fait aussi, c'est quelque chose que je tiens cher à mon cœur, de parler de la beauté des gens qui viennent d'ailleurs. On est tellement bombardé par les magazines et la beauté un peu à l'européenne que je trouve qu'on n'a pas un regard plus ouvert sur la beauté très diverse de tout le monde, partout dans le monde. Et quand on est peintre et quand on regarde n'importe quel visage, plus on regarde, plus la beauté de la personne devant nous émerge et sorte. Et ça, je suis très sensible à ça et je le cherche toujours. Est-ce que le peintre voit le physique ou plutôt l'âme à l'intérieur? Je crois qu'on commence par le physique. L'âme, ça sort petit à petit. C'est pourquoi ça fait une très grande différence de dessiner avec un modèle vivant devant soi que de dessiner par exemple à base d'images ou d'une photo. Ça fait toute la différence. Quand on a un modèle vivant, on voit la personne. Et c'est un dialogue entre le peintre et le modèle vivant devant soi, le modèle. Est-ce que le peintre doit absolument faire partie d'une école? Je ne crois pas. Dans le temps, c'était le cas. Il fallait appartenir à telle ou telle école et être défini par telle ou telle école. Je crois qu'avec aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est plus le cas du tout. On peut avoir des appartenances à plusieurs écoles, on peut mélanger plusieurs écoles. Non, ça n'a plus d'importance du tout. Est-ce qu'on peut enfreindre à la loi artistique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut casser les règles? Dans le sens... C'est-à-dire casser les règles. Il faut toujours casser les règles. Ah bah ça, il faut toujours casser les règles. Et je crois que quelqu'un, pour moi, qui n'a pas commencé par des études académiques dans le milieu de l'art, a plus de liberté, parce que je ne suis pas contrainte par les règles académiques. Et c'est là que j'ai une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande. Je ne suis pas contrariée du tout par tout ça. Et ça me procure une liberté d'expression beaucoup plus large. Et oui, il faut casser les règles. Vos toiles sont une reproduction de votre pensée qui pense toujours à l'autre, à l'humain déchiré, tiraillé, à sa détresse. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas si, à vrai dire, je peux prétendre que je défends des causes. Je réagis à ce qui se passe autour de moi. On est très affecté par tout ce qui se passe dans le monde et on ne peut pas rester neutre quand on est artiste. Je crois que le fait d'être, par exemple, d'avoir vécu dans pas mal de pays, être exposé à pas mal de cultures, on est forcément très sensible à l'être humain et à son histoire. Et quand on vient de notre côté du monde, un pays aussi ancien comme l'Égypte, avec tous les gens, on est aussi un pays qui reçoit beaucoup de gens. Dernièrement, après la guerre en Irak ou la guerre en Syrie, ou les problèmes ou les immigrés africains, l'Égypte est un pays d'asile pour plein de gens. Et ce n'est que par ça, on voit partout autour de nous des gens qui viennent d'ailleurs. Je suis très sensible à ça aussi. Je suis très sensible à ce que c'est l'identité. Nous, les Égyptiens, on a des multitudes d'identités, d'appartenance.
on a l'histoire, une accumulation d'histoires énorme, unique. Ce qui fait que on a changé plusieurs fois à travers l'histoire. Et ça me rend très sensible à l'être humain. Le thème de l'immigration a vraiment fait la une de vos toiles. Quel est votre cri lancé? Que voulez-vous dire concernant cette cause? C'est surtout les réfugiés aujourd'hui, surtout sortant de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, tous ces pays qui sont infligés par la guerre civile ou l'occupation. Je trouve on oublie à quel point c'est une grande tragédie humaine et qui nous touche, nous tous, pas seulement ces pays-là, mais les pays aux alentours, même à travers la mer et les océans. Et le fait de savoir qu'une personne, par exemple, sortant de la Syrie, avec ses multiples identités, et qui va traverser des pays, des forêts et des mers pour aller ailleurs, et accepter une nouvelle vie, toutes ces déchirures et les espérances de plus de paix, de finalement atterrir quelque part où on peut mener une vie plus normale, tout ça me touche énormément. Et je veux parler de ça parce que c'est un phénomène qui est vraiment en pleine explosion autour de nous. À votre avis, est-ce que ça évoque l'espérance ou plutôt la désespérance? Si on est de toutes les manières mort, donc du moins faire une tentative, peut-être qu'on a une chance sur deux de vivre. Je vois c'est bien sûr, c'est une grande tragédie, c'est le désespoir total. Parce que très très souvent, ces gens-là n'ont pas de choix. C'est ou bien quitter, ou bien mourir sur place. Alors c'est pas vraiment un choix, on est obligé, il faut partir. Et ces gens-là, quand ils partent, ils ne savent pas s'ils vont vraiment atterrir quelque part où ils vont être sauvés, où ils vont mourir en route. Mais il y a toujours aussi l'espérance d'arriver quelque part et d'être accepté. Je peux parler de désespérance, et beaucoup d'espérance. Je peux parler de plein de gens qui ont de la bonne foi, des gens qui acceptent et qui font des efforts pour accepter, partout dans le monde, et aussi le refus de l'autre, qui est aussi flagrant. Alors, c'est pourquoi le côté humain, quand on parle, que ça soit le Sud avec le Nord, que ça soit notre côté avec l'Europe, tout ça, il faut parler du côté humain et comment tout le monde doit collaborer parce qu'à la fin, les frontières, c'est vraiment une invention plutôt moderne aujourd'hui. Refuser un réfugié ou l'accepter, bien sûr, il y a des raisons politiques, économiques et sociales, mais dans le temps, ce n'était pas aussi compliqué comme aujourd'hui. Sur certaines de vos toiles, vous avez eu recours à un bricolage de morceaux de tentes, de vraies tentes de réfugiés. Comment est-ce que vous êtes procuré ces tentes? Moi, j'ai voulu... ça, c'était un tableau en parlant des réfugiés, en parlant d'une mère qui tient ses 3 enfants. Et j'ai voulu faire d'une façon très simple donner une idée de ce que c'est de vivre dans les tentes, dans les camps de réfugiés. Et je me suis dit, bon, des tissus de tentes, ce qu'il y a vraiment de plus simple et plus direct. Et alors j'ai fait un collage avec ça, à côté de la figure de la mère, parce que je voulais que ça soit vraiment très simple, sans trop faire. C'est le tissu. On vit dans des maisons à base de tentes,
pendant des années. Et voilà. À votre avis, à qui incombe la responsabilité? Les pays d'où viennent les émigrés ou c'est une responsabilité conjointe de tous les pays du bassin de la Méditerranée? Tout le monde. C'est la responsabilité de tout le monde. Je ne crois pas qu'on peut on peut l'éviter. Je crois que juste par la position géographique de la Syrie, bien sûr les pays qui ont le plus accepté des réfugiés, c'est la Jordanie, le Liban, par la proximité et la culture commune avec la Syrie. L'Égypte, on a je crois 1 million de réfugiés syriens qui ont d'ailleurs contribué très positivement à un mouvement économique en Égypte. La relation entre l'Égypte et la Syrie est une histoire assez longue et toujours ça a été un échange culturel positif. Je crois que c'est vraiment le problème de tout le monde parce qu'on ne peut pas ne pas être affecté même si on n'est pas un pays qui accepte les réfugiés, qui reçoit les réfugiés de réception. Vous rappelez-vous de votre première toile? Oui, oui. C'était quoi? C'était des portraits où j'ai dessiné des gens. Et je me souviens que j'avais fait ma première vraiment exposition non officielle, c'était à l'école, où j'avais fait une exposition dans les couloirs de l'école de têtes, de portraits de gens. Ameni Ramsis Abdelbari, quelle est la toile qui vous tient à cœur? C'est un tableau d'un monsieur soudanais du nord, du Soudan, et que je voulais parler de le mystère et la grâce de l'Afrique et de l'Africain, la tragédie de tous ces réfugiés africains qui sortent du Soudan, infligés par la guerre civile, ou l'Éthiopie, où la pauvreté aussi a affligé le pays. Et c'était un portrait où j'ai fait un mélange entre l'abstrait et la figure. Je sais que vous êtes inspiré des portraits d'El Fayoum. J'aimerais en savoir plus. Les portraits de Fayoum est un phénomène dans l'histoire de l'art qui est purement égyptien. Et ça n'a jamais été répété dans l'histoire de l'art après ça. Et c'est un mélange de traditions pharaoniques et de l'Égypte gréco-romaine, hellénistique. Et ça a continué aussi à l'ère chrétien où cette jeune religion avait pénétré l'Égypte. Et je trouve que les portraits de Fayoum sont d'une beauté inouïe parce qu'on dessinait pour la première fois en Égypte, par l'influence bien sûr grecque, le portrait de la personne d'une façon très réaliste sur un bout de bois, un morceau de bois. Et ce morceau de bois, on le mettait sur le cercueil de la personne, du défunt, et qu'on incorporait dans le cercueil. Et quand on va au musée du Caire et qu'on regarde ces portraits, les visages sont tellement vivants et représentent toujours encore des visages qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur les trottoirs, dans la ville partout en Égypte. C'est des Égyptiens, de visages très égyptiens, avec énormément d'influence grecque bien sûr, et surtout des visages égyptiens coptes. Et je trouve ça d'une très grande beauté. Et un phénomène unique dans l'histoire de l'art. Ameni Ramsis Abdelbari, vous êtes peintre et artiste. Merci de nous avoir autorisé ce tour dans votre monde. Mais il y a encore beaucoup à découvrir, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.
Merci à vous, merci. C'était Amani Ramsis Abdelberi, peintre et artiste ayant écrit un message et ayant encore beaucoup à savoir. Donc rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.